vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de ce magazine qui reçoit, je vous le disais, le docteur Noël Tiani. Il est candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Encore une fois, soyez les bienvenus, docteur. Merci de m'avoir ici. Alors, comme promis, on va essayer de décortiquer un peu le programme ou le plan Marshall du docteur Tiani pour la République démocratique du Congo. Et évidemment, on parlera d'autres questions autour. Docteur Tiani, dites-nous d'abord, vous appelez ça plan Marshall. Quand on doit considérer les plans Marshall, d'où vous tirez ces noms-là, c'est un plan qui a demandé beaucoup de milliards pour reconstruire l'Europe, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faudra mobiliser beaucoup de moyens. Vous parlez, je crois, de 800 milliards de dollars en 15 ans. N'est-ce pas utopique? Ce n'est pas du tout utopique. Je vais vous dire d'abord qu'en utilisant le mot plan Marshall, c'est un nom marketing pour que les gens puissent comprendre qu'il s'agit d'un plan de reconstruction d'un pays qui a été littéralement détruit. Depuis 1960, le Congo n'a rien construit. Nous avons fait que reculer, régresser. Et nous sommes arrivés à une certaine désarticulation de la société congolaise. Il faut changer l'homme congolais, la société congolaise, les infrastructures congolaises, rebâtir l'économie à zéro. Il faut changer les mentalités même congolaises. Donc, on ne change pas ces choses-là avec des réformes cosmétiques, que j'appelle cosmétiques, des petits projets de société de 1 an à 5 ans. Ça ne changera rien. J'ai pensé qu'il faut des actions à long terme qui pourront transformer fondamentalement notre société pour qu'on devienne une société qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Ce sont des réformes structurelles qui prennent du temps à être mises en place. Alors, pour que les gens comprennent exactement à travers le monde l'ampleur, la magnitude des réformes donc à faire, nous avons pensé qu'en utilisant le mot plan Marshall qui a déjà été conçu pour les pays européens et qui a donné des résultats probants, en utilisant ce mot, je pense que ça capte l'imagination de tout le monde à travers le monde et ils comprennent immédiatement de quoi il s'agit quand on parle de la RDC. Je vous informe qu'il y a eu des grands magazines à travers le monde qui m'ont contacté et qui ont publié des articles sur le plan Marshall que nous proposons pour la RDC en utilisant simplement le mot Marshall. Le plan Marshall. Par exemple, Time Magazine a publié un article « Comment réformer la République démocratique du Congo » en utilisant le plan Marshall que Noël Tiani propose. Journal Le Soir, La Libre Belgique, Jeune Afrique, à plusieurs journaux donc aux États-Unis. J'ai été invité dans des grandes universités à travers le monde, l'université de Tokyo, au Japon. J'ai été invité en Chine, j'ai été invité en Indonésie, aux États-Unis, dans des grandes universités, parce que les gens sont très curieux de comprendre qu'est-ce que ce plan Marshall réserve comme surprise au peuple congolais. Vous avez été invité un peu partout. Vous devriez mobiliser de l'argent pour la RDC. L'ancien président ou le feu Laurent Désiré Kabila disait: où est-ce que vous avez déjà vu la Banque mondiale et le FMI développer un pays? Vous sortez d'une de ces institutions. On dit que vous avez des conditions telles que jamais vous n'arrivez à développer un pays. Vous avez beaucoup trop de conditions. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on risque de vivre si Noël Tiani prend la direction de ce pays? Trop d'austérité? Pas du tout, pas du tout. D'abord, je voudrais vous informer que ce plan Marshall n'est pas un plan de la Banque mondiale ou d'une institution quelconque. C'est le plan conçu par Noël Tiani et quelques compatriotes congolais. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons conçu un plan qui reflète la réalité du terrain, la réalité du point de vue des Congolais. Donc ça n'a rien à voir avec une institution internationale quelconque. C'est la première chose. Donc nous avons l'appropriation du programme. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que moi, je suis préoccupé pour trouver des solutions aux problèmes réels que rencontre mon pays. Quels sont ces problèmes-là? Le sous-développement, la pauvreté, le chômage de masse. Nous avons littéralement tout le monde au chômage au Congo. L'absence d'infrastructures totales, l'insécurité généralisée, les mentalités, la qualité même de la population congolaise. Pour arriver à régler ces problèmes, nous avons proposé donc un plan, moi et d'autres Congolais qui ont travaillé avec moi, ce plan qui va nous permettre de résoudre ces problèmes de façon méthodique pour que nous ne puissions pas refaire les mêmes choses plusieurs fois, pour que, pour une fois pour toutes, nous puissions régler ces problèmes-là de façon définitive. C'est pour ça que nous proposons un plan Marshall. Si nous mettons en œuvre les actions qui sont envisagées dans le cadre donc de ce plan, vous allez voir que dans 15 ans, la République démocratique du Congo sera un pays émergent, c'est-à-dire tout le monde aura du travail, on aura créé des emplois pour tout le monde, des opportunités pour tout le monde, on aura des routes et des autoroutes reliant toutes les 26 provinces du pays, on aura une économie florissante,
on aura plusieurs entreprises établies sur le territoire congolais en train de transformer les matières premières en produits finis. Et on va faire des États de la République démocratique du Congo le melting pot, tel que les États-Unis, tel que d'autres pays comme le Japon ou la Chine, qui se développent normalement au profit donc de leur peuple. Alors, pour une fois, reconnaissez que moi, en tant que spécialiste de développement, je n'allais pas lésiner sur les moyens pour changer, pour transformer fondamentalement mon pays. J'offre ici la meilleure expertise possible que je n'ai pas pu développer pour d'autres pays. Je l'ai fait ailleurs, mais j'ai mis tout mon cœur dans le plan Marshall pour la RDC. Et je voudrais léguer aux enfants congolais un pays plus beau qu'avant et où il fait bon vivre partout. Je voudrais vous informer que dans le cadre de ce plan, nous envisageons de construire sur le territoire congolais, dans les 26 provinces, 240 villages et villes modernes. Moderne, ça veut dire il y a des routes qui passent par là, il y a des autoroutes qui passent par là. Nous avons des cités administratives nouvelles construites à partir de zéro. Nous avons des quartiers résidentiels, nous avons des champs d'exploitation agricole, nous avons des centres commerciaux, nous avons des écoles publiques, des hôpitaux publics à travers donc toute la ville, toutes ces villes modernes, mais 240 fois, c'est-à-dire 240 villes modernes à travers toute la RDC. Nous allons transformer la RDC comme on n'a jamais vu avant. C'est ça le sens du plan Marshall que je propose. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, je suis venu ici pour régler un problème, sortir mon pays des difficultés et en faire un meilleur pays que ce que nous avons jusqu'à présent. Vous voulez faire de la RDC un melting pot à l'image des États-Unis. Ça me pousse à vous poser cette question. Quelle est votre vision sur la question de la nationalité? C'est quelque chose qui constitue également un frein pour beaucoup de compatriotes qui sont à l'étranger, qui ne savent pas venir ici investir en tant que Congolais parce qu'ils ont perdu leur nationalité en obtenant des nationalités étrangères. Je considère que le Congo doit se moderniser. Le monde moderne aujourd'hui est que les Congolais qui sont ici au Congo et qui sont allés à l'étranger, qui ont acquis de nationalité étrangère, ils n'ont jamais abandonné d'être Congolais. Ils sont toujours Congolais. Et moi, je souhaiterais, quand je suis président de la République, c'est une question que je vais régler en priorité. Et je vais vous dire pourquoi je vais la régler en priorité. J'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis. J'ai des enfants qui ont la nationalité américaine. Mais ces enfants n'ont jamais cessé d'être Congolais. Ils sont avec moi tous les jours. Ils mangent du foufou, du pondou. Ils font des choses que les Congolais font tous les jours. Et ils veulent bien revenir donc dans leur pays, participer au développement de leur pays. Pensez-vous qu'on doit les garder à l'extérieur, refuser qu'ils puissent venir s'installer ici, sans qu'on leur pose des conditions quelconques, parce qu'ils sont nés aux États-Unis, où leur père ou leur mère travaillaient simplement? Je considère que c'est un faux problème. Quand je suis président de la République, je vais travailler avec le Parlement pour reconnaître la double nationalité au Congo. D'ailleurs, ce ne sera pas la double nationalité. Pour reconnaître à tous les Congolais la nationalité congolaise qu'ils ne peuvent pas perdre. Sauf si vous dites non, vous ne voulez pas, vous renoncez, ainsi de suite. Là. Mais tant que vous êtes Congolais et vous voulez conserver votre nationalité, vous pouvez prendre 10 000 nationalités à travers le monde. Ça ne va rien changer, vous serez toujours Congolais. Donc c'est une question que moi je prends très sérieusement et nous allons travailler avec le Parlement pour la régler une fois pour toutes. Parce que je considère que tous les Congolais qui sont à l'étranger, quand ils travaillent là-bas, ils envoient l'argent au Congo pour nourrir leur famille. Quand ils sont à l'étranger, ils mobilisent des investissements, ils veulent investir donc au Congo. Ce sont nos ambassadeurs en réalité. Partout où ils se trouvent, les Congolais travaillent toujours pour la RDC. Ils ont toujours la RDC dans leur cœur. Et on ne peut pas sortir la RDC de leur cœur en disant on coupe donc le lien ombilical. Donc, je vais travailler avec les autorités, avec le Parlement, avec le Sénat, pour que nous puissions régler cette question de façon méthodique, mais au profit de la RDC, en gardant pour tous les Congolais leur nationalité d'origine qu'ils ne vont jamais perdre. Durant tout ce temps passé à l'étranger et travaillé dans différentes banques étrangères et même à la Banque mondiale, vous avez toujours été Congolais? J'ai toujours été Congolais et je n'ai pas l'intention. J'ai vu qu'il y a beaucoup de documents que les gens circulent sur Internet pour m'attaquer à gauche à droite. Ce sont des fabrications. Je suis toujours Congolais et je voudrais continuer à être Congolais. Et je dis simplement qu'une fois que je suis président de la République, je vais reconnaître à tous nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui ont acquis de nationalité étrangère, je vais leur reconnaître la nationalité congolaise et je vais les inviter à revenir au Congo, participer au développement de leur pays, parce que l'union fait la force. Ces Congolais qui vivent à l'étranger, ils ont accès à quoi? Ils ont accès à l'expertise internationale. Ils ont travaillé dans des entreprises, dans des milieux différents. Ils ont acquis des connaissances dont la RDC a besoin. Il y en a même qui ont pu accumuler des capitaux qu'ils peuvent mettre à la disposition du Congo. Ce sont les premiers investisseurs que le Congo devrait attirer. Donc,
Je voudrais qu'on puisse régler ce problème-là de façon méthodique. Soyons unis, soyons solidaires, soyons ensemble, comme le font par exemple les Sénégalais, les Maliens, les Ghanéens, les Nigériens. Ils sont toujours donc solidaires sur ces questions-là. J'estime que la RDC doit cesser cette jalousie des Congolais de l'intérieur qui continuent à pouvoir s'attaquer donc à ceux de la diaspora, tout comme aussi je demande à ceux de la diaspora de pouvoir accepter librement les Congolais de l'intérieur pour que nous soyons donc ce peuple uni, qui voit les choses de la même façon, qui envisage de pouvoir mettre tout ce qu'on a au profit du développement du pays, au profit de tout le monde. Vous n'avez jamais été tenté à avoir une autre nationalité? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Quand on travaille à la Banque mondiale, on n'a pas besoin de tout ça. Parlons de ces plans Marshall que vous articulez en 12 points. Vous parlez aussi de la sécurité. Vous envisagez de promouvoir la paix, la sécurité. Il y a un problème qui se pose en RDC, surtout dans la partie Est. On accuse les pays limitrophes d'être souvent à la base de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'ils cherchent à piller nos richesses. Comment vous allez résoudre ces problèmes-là? Je considère que le Congo, en tant que pays, doit rester souverain. Et pendant que je suis président de la République, personne dans ce monde ne touchera à un seul centimètre du territoire congolais. Mais pour cela, nous devons développer sur le territoire congolais une armée de qualité et une police de qualité, des services de sécurité de qualité. Le premier pilier du plan Marshall que je propose consiste à promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit, mettre en place une administration publique fonctionnelle. Pour cela, nous devons réformer l'armée, la police, les services de sécurité pour qu'ils soient plus républicains, qu'ils soient à mesure de protéger le territoire congolais et qu'ils soient aussi à mesure de pouvoir sécuriser tous les Congolais. Pour arriver à réaliser cet objectif, nous devons travailler non seulement à l'interne, mais aussi travailler avec les pays limitrophes. Parce que le Congo n'est pas seul sur la planète. On aura toujours les pays voisins. Malheureusement, Dieu a bien voulu les placer donc à côté de la RDC. Nous devons travailler avec tout le monde. C'est dans ce cadre-là que, quand j'étais parti au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba l'année dernière, il m'a été conseillé par des chefs d'État sud-africains, le chef d'État de la Namibie, des chefs d'État de Mozambique, d'autres pays. J'ai rencontré 38 chefs d'État au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il m'a été conseillé d'établir de bonnes relations de travail avec tous les pays africains et particulièrement les 9 voisins de la RDC. Je serai la main à tous les chefs d'État ou bien je serai la main aux ministres des Affaires étrangères de tous les pays limitrophes pour que nous soyons en mesure de pouvoir parler, de pouvoir régler des problèmes de façon civilisée. Vous ne pouvez pas avoir des relations avec 8 pays sur 9 et sauter un pays et espérer avoir la paix. Moi, je voudrais être ce chef d'État qui va ramener la paix en République démocratique du Congo parce que je n'ai jamais fait partie de rébellion. Je ne fais pas partie du problème, je fais partie de la solution. Et pour régler les problèmes, je voudrais être en mesure de parler à tout le monde, librement, et à dire en face à tous les pays voisins que le jour que vous touchez la RDC par les cheveux, il y aura une réplique aussi, une réponse de la même façon. Mais je ne veux pas qu'on puisse en arriver là. Je veux que nous soyons en mesure de pouvoir régler le problème de façon civilisée quand il y a des problèmes qui se posent. Je voudrais aussi que nous puissions développer des relations de coopération bilatérale entre nos pays, développer des projets conjoints de développement frontalier pour que nos peuples, de part et d'autre, puissent prendre avantage donc, de ces opportunités-là. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons le pétrole dans le lac qui est entre l'Ouganda et la RDC. C'est le lac, anciennement lac Albert. On l'appelle maintenant, il y a un autre nom maintenant, c'est le lac Albert, entre l'Ouganda et la RDC. On exploite le pétrole de l'autre côté et du côté du Congo, on ne fait rien. Pourquoi ne pas développer des projets de développement régional où tous les deux côtés pourraient prendre avantage donc, du pétrole qui se trouve dans le bassin partagé entre les deux pays. On a le même problème entre le Rwanda et le Congo. Pourquoi? Parce que dans le lac Kivu, nous avons du gaz méthane qui est exploité de l'autre côté, mais du côté du Congo, il n'y a rien qui s'est fait. Pourquoi ne pas développer un projet conjoint qui puisse profiter donc aux deux pays? Et on ne peut le faire que si on est en mesure de parler avec les autorités de l'autre côté, mais de parler de façon respectueuse. On les respecte, ils nous respectent aussi en tant que pays souverain. On a le même problème avec l'Angola, avec la Zambie. Moi, je voudrais être ce chef d'État-là qui va ramener la paix et qui va être à mesure de parler avec tout le monde, mais de se faire respecter
comme il se doit, car nous sommes un grand pays. En Afrique centrale, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, nous avons 9 pays, n'est-ce pas? Sur les 9 pays, le Congo a 87 millions d'habitants. Nous sommes le pays le plus peuplé et le plus grand aussi. Nous avons une population totale de 280 millions d'habitants, mais nous sommes le pays le plus important. Et nous devons jouer ce rôle de leadership. Vous ne jouez pas le rôle de leadership en vous enfermant chez vous, en refusant de parler avec les voisins. Vous devez aller chez votre voisin, lui parler et lui faire comprendre ce que vous avez comme vision et vous faire respecter comme il se doit. Je voudrais le faire de cette façon-là. Parler avec les voisins, mais on dit que vous parlez, vous, un peu trop avec les Rwandais. Vous aurez des accointances avec les Rwandais. Qu'en est-il exactement? Ça, ce sont des ignorants qui disent des choses comme ça. J'ai rencontré la ministre rwandaise des Affaires étrangères au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au même titre que j'ai rencontré le ministre angolais, le ministre zambien, le ministre tanzanien. J'ai rencontré tous les pays voisins de la RDC. Et j'ai rencontré la ministre rwandaise des Affaires étrangères et je ne regrette pas cette rencontre-là. Et je considère que ça a été une rencontre très très importante qui m'a permis de comprendre ce qu'ils font et qui leur a permis aussi de comprendre ce que je veux faire pour la RDC. Alors, il y a des gens qui sont très naïfs, qui voient simplement une photo et qui commencent à spéculer, à raconter beaucoup de bêtises. Moi, je ne suis pas intimidé par des gens qui raisonnent de cette façon-là. Le Congo, c'est un grand pays appelé à jouer son rôle de leader en Afrique centrale. Et quand je suis président de la République, la RDC va retrouver les lettres de noblesse, va être un pays respecté par le Rwanda, par tous les pays limitrophes. La RDC va se faire entendre, va faire entendre sa voix, non seulement au peuple congolais, mais aussi au peuple de la sous-région et à toute l'Afrique, et pourquoi pas au monde entier. Et ça, je suis déterminé à le faire. Mais puisque par rapport à votre image, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les peuples ou les communs mortels croient que quand on parle du Rwanda, c'est l'ennemi de la RDC. Et vous n'avez pas eu peur de vous afficher avec sa ministre des Affaires étrangères? Moi, je n'ai pas peur de mes opinions. Quand je crois dans une cause, il n'y a rien qui m'arrête là-dessus. J'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères et c'était ouvert. Il y a des autorités de ce pays ou des gens dans l'opposition de ce pays qui vont au Rwanda la nuit et qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été là-bas. Moi, je n'ai jamais été au Rwanda. J'ai rencontré tous les ministres des Affaires étrangères au sommet de l'Union africaine. C'est pour ça que l'Union africaine a été créée. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré les gens en toute transparence. Et si je dois le répéter, je le ferai encore au grand jour pour que tout le monde sache que quand je rencontre tel, nous avons discuté de tel. Je vous informe aussi, quand je suis allé donc à l'Union africaine, à la fin de mon séjour là-bas, j'ai émis un communiqué pour faire le compte rendu au peuple congolais en lui disant j'ai rencontré tel et tel et tel et voici ce dont on a discuté en toute transparence. Et je pourrais toujours agir de la même façon. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui peut aller rencontrer quelqu'un la nuit et refuser de pouvoir le dire pendant la journée. Au moins, je suis transparent et j'espère que le peuple congolais appréciera cela. Vous parlez également de favoriser la réalisation des grands travaux, des travaux de grande envergure qui vont créer beaucoup d'emplois. On sait que les chefs d'État sortants, les présidents sortants, il a entretenu des relations avec la Chine, qui officiellement a financé beaucoup de grands travaux ici. Comment vous allez gérer les relations entre la RDC et la Chine quand on sait que l'Occident n'est pas trop favorable à voir la RDC se rapprocher de la Chine? Il y a une différence entre le chef d'État sortant et moi. Et je veux que les gens comprennent cette différence-là. Moi, ma spécialité, c'est que je suis spécialiste du développement. Quand j'ai des relations avec un pays comme la Chine, je sais quoi faire pour tirer le maximum de ce pays-là au profit de mon pays. Je vais vous donner un exemple. Je ne veux pas citer le nom de cette entreprise-là, mais j'ai visité une entreprise asiatique, ici, en RDC. Quand j'ai rencontré cette entreprise asiatique, elle emploie 100 personnes à peu près. J'ai demandé, vous employez combien de gens de votre pays et combien de gens de la RDC? Ils m'ont dit qu'ils ont à peu près 10 personnes de leur pays. J'ai dit donc, est-ce que cela suppose qu'il y a 90 personnes de la RDC? Ils ont dit non, nous vous disons que nous avons 10 personnes de notre pays. J'ai dit, mais il y a combien de Congolais qui travaillent ici? À la fin de la journée, je suis arrivé à ramasser plus d'informations qu'ils ne voulaient me donner. Et j'ai compris que sur les 100 personnes, il y avait à peine 20 Congolais qui travaillent dans des travaux subalternes, de transporter les sacs de ciment, de faire la manutention. Et il n'y avait pas d'ingénieurs congolais qui pouvaient apprendre comment on construit les bâtiments de telle envergure. C'est ça la différence entre moi et le chef d'État actuel ou bien le régime actuel.
j'ai travaillé dans le développement. Si je dois pouvoir faire venir une entreprise étrangère, je vais m'assurer que sur les 100 personnes qui travaillent là-bas, 90 au moins sont Congolais et ce sont des Congolais qui apprennent comment il faut construire de nous-mêmes demain. Comme ça, il y a transfert donc de technologies et de connaissances. Je vous donne un exemple qui est assez alarmant. Je ne sais pas si les Congolais sont conscients de ça ou pas. Allez voir sur les routes de Kinshasa, les lampadaires qui sont autour donc des routes des boulevards. La plupart de ces lampadaires-là n'ont plus de lumière. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aux Chinois la construction des routes et l'installation de l'électricité et on n'a pas associé les Congolais qui devaient apprendre à maintenir donc ces lampadaires une fois que les Chinois sont partis. Quand je suis président de la République, tout Chinois, tout Asiatique, tout Européen, tout Américain qui vient travailler ici, il devra former au moins 1000 Congolais. Parce que demain, après-demain, quand lui il part, ce sont les Congolais qui vont entretenir nos routes, nos autoroutes, nos lampadaires, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre l'accent sur le transfert de connaissances et de technologies. Ça, il n'y a qu'un spécialiste de développement qui peut avoir cet œil-là. C'est pour ça que le Congo a besoin, pour une fois dans son histoire, d'avoir quelqu'un qui a été formé, qui a travaillé avec ces gens, qui comprend comment le monde moderne fonctionne et qui peut ramener tout ce monde moderne au profit du développement de la RDC. Et je voudrais être le précurseur pour mettre le Congo sur les rails, pour que le Congo puisse se lancer dans un processus de développement accéléré que vous, les jeunes, vous allez pouvoir soutenir par la suite lorsque moi je peux me retirer. Je suis là pour créer l'environnement, pour lancer le mouvement du développement accéléré de la RDC. Et donnez-moi, je demande au peuple congolais de me donner cette opportunité-là, parce que c'est tout ce que je sais faire dans ma vie et je vais le faire au mieux pour notre pays et pour notre peuple, le peuple congolais. Vous ne craignez pas qu'on vous qualifie de candidat de la communauté internationale? Pas du tout. Comment voulez-vous être candidat de la communauté internationale quand vous êtes né en Gandaji, que vous avez grandi en Gandaji, quand vous mangez le foufou, vous mangez donc le pondou comme tous les Congolais? Je ne suis pas un candidat de la communauté internationale. Je suis un révolté de la société et même de la communauté internationale. Je voudrais faire en RDC les choses qu'on n'a jamais vues avant. Et s'il faut choisir entre la communauté internationale et la RDC, dans certaines actions, je serai toujours du côté de la RDC. Je suis loyal à la RDC. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit que je suis formé avec la bourse, pas de la communauté internationale, mais de la République démocratique du Congo. J'ai eu la bourse de mon gouvernement qui m'a envoyé à l'étranger. Je garde la lettre de boursier, je pourrais vous la montrer plus tard. Donc, qui m'a envoyé à l'étranger pour aller apprendre. Une fois que j'ai appris, que j'ai de l'expérience, que je revienne pour me mettre au service de mon pays. Comment voulez-vous que cette personne qui a été envoyée par le Congo devienne aujourd'hui un candidat de la communauté internationale? Je suis en réalité un candidat du peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui a payé mes études. Et je suis loyal, pas à la communauté internationale, je suis loyal à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. On dit de vous que vous magnifiez aussi un peu trop vos études, vous avez fait des grandes études, ainsi de suite, alors qu'il y a une certaine opinion qui pense que dans différents gouvernements qu'on a eu dans ces pays, dans beaucoup d'institutions, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié, des professeurs d'université qui ont assumé des responsabilités, mais qui n'ont jamais bien géré le pays. Il y a même un média qui a sorti dernièrement un article parlant d'autres chefs d'État de la région qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui dirigent bien. Bon, chaque pays est différent. Mais notre pays a une histoire et nous devons être conscients de cela. Pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui? Nous avons connu 4 chefs d'État. Aucun d'eux n'a été à l'université. C'est une réalité, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Aucun d'eux n'a été à l'université. Et si vous connaissez une université dans laquelle nos chefs d'État ont étudié, sortez-moi le nom de cette université-là. Alors, moi j'ai fait le constat que c'est ça le début du problème. Et si nous voulons régler ce problème-là, nous devons apporter une solution alternative. Pourquoi le gouvernement de la RDC m'a envoyé à l'école? Le gouvernement de la RDC m'a envoyé à l'étranger pour aller apprendre parce qu'on savait bien qu'en apprenant, je serais mieux préparé pour pouvoir participer à la reconstruction de mon pays. Quand je reviens et que les gens me disent aujourd'hui les diplômes ne sont pas importants, mon œil, les diplômes sont importants. Au moins ça prépare des gens à prendre certaines décisions, à analyser les enjeux et trouver des solutions aux problèmes. La preuve c'est que le plan Marshall que je propose, je ne pouvais pas le proposer si je n'étais pas instruit, si je n'avais pas été dans ces universités-là. Donc, je n'ai pas honte à dire que j'ai étudié. Je souhaite qu'on puisse étendre cette expérience à plus d'enfants congolais. C'est pour cela que dans le domaine éducatif, je propose que l'enseignement primaire et secondaire soit obligatoire et gratuit.
pour permettre à tous les enfants congolais d'avoir accès à l'éducation pour devenir comme moi demain. C'est pour ça que je propose aussi qu'au niveau de l'université, il faut que tous les étudiants congolais puissent avoir la bourse. Comme moi j'ai étudié, j'avais la bourse. Si je n'avais pas la bourse, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je connais la valeur de l'enseignement parce que j'ai bénéficié de ce système-là. Il faut que les enfants congolais à l'université, tous, puissent avoir donc la bourse. Quand je suis président de la République, je m'engage à le faire. Troisième chose, je voudrais qu'on puisse bien traiter les enseignants et les professeurs et les médecins, les fonctionnaires de l'État, pour qu'ils puissent vivre mieux et donner le maximum d'eux-mêmes aux efforts de développement de notre pays. Et pour le faire, je vais introduire un système de salaire minimum garanti. Et je m'engage à donner au moins 1 000 $ par mois à tous ceux qui travaillent sur l'étendue du territoire national dans le secteur privé et public. Et je vais me casser à morceaux pour trouver de l'argent pour payer les gens pour qu'ils puissent travailler normalement. Mais une fois que nous avons fait ça, je m'attends aussi à que chacun puisse contribuer au développement du pays normalement, en donnant le meilleur de lui-même. Et nous allons faire la guerre à la corruption. Pour arrêter la corruption, il faut bien payer les gens et il faut leur demander des comptes. Et une fois qu'on vous attrape, une fois qu'on vous paye un salaire décent, mais vous continuez à être corrompu, on vous amène au tribunal, vous êtes jugé. Quand vous trouvez coupable, on vous trouve coupable, vous allez en prison. Quand vous sortez de la prison, vous ne pourrez plus jamais travailler dans l'administration publique, dans l'enseignement ou dans la médecine. Vous ne pourrez plus jamais occuper un mandat électif. Vous ne pourrez plus soumissionner pour les marchés publics et vous serez tenu à l'écart. En ce moment-là, tout le monde, quand on va le faire avec une personne, une deuxième et une troisième, le monde entier et tous les Congolais vont savoir qu'on est sérieux dans la lutte contre la corruption. Ça va nous permettre de récupérer les 85% des revenus des ressources naturelles qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. On va mobiliser suffisamment d'argent pour financer le plan Marshall. Je vous informe que sur les 800 milliards $, la grande partie des ressources proviendra des ressources internes en combattant la corruption à travers le système que je suis en train de proposer ici, en révisant les contrats miniers, en combattant la corruption. On va récupérer cet argent, le mettre dans les caisses de l'État. Nous allons considérablement augmenter le budget de l'État de 4,5, ça varie entre 4,5 et 9 milliards $ aujourd'hui. Nous allons augmenter considérablement le budget de l'État pour atteindre 45,3 milliards $ en moyenne sur 15 ans. Vous faites 45,3 milliards en moyenne sur 15 ans, nous obtenons 680 milliards $ qui proviendraient des ressources intérieures. Maintenant, le reliquat pourrait venir des investissements directs étrangers que j'estimais à peu près 5 milliards $ par an, totalisant 75 milliards $ sur 15 ans. Et le reste proviendrait des contributions des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux. Et là, j'ai maintenu le niveau actuel des contributions des bailleurs de fonds qui se chiffre à 3 milliards $ par an, multiplié par 15, on a 45 milliards. Donc le total, l'addition de 680 milliards $ provenant des ressources intérieures, en combattant la corruption et la prédation des ressources naturelles, plus 75 milliards $ des investissements directs étrangers, plus 45 milliards provenant des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, ça va nous donner les 800 milliards $ dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan Marshall avec succès. Vous n'amènerez pas les pays à s'endetter? Non. Si nous faisons des choses telles que je les présente, la grande partie du financement provient des ressources intérieures. Les ressources intérieures, c'est l'argent qu'on nous vole aujourd'hui, qu'on va récupérer pour financer le développement. Donc, il n'y a pas d'endettement de ce côté-là. Mais si nous devons nous endetter, moi, j'ai travaillé sur des programmes pour désendetter des pays. Quand le président Abdoul Diouf signe le livre que j'ai publié ici en disant que je les ai aidés, j'ai aidé le Sénégal à se désendetter. Donc, je ne viendrai pas endetter la République démocratique du Congo. Je ferai tout pour que le programme soit financé surtout sur des ressources intérieures en combattant la corruption, en combattant la prédation des ressources naturelles, en combattant les détournements des fonds publics. Et vous savez pourquoi moi je vais réussir? Parce que je vois les déclarations qui sont faites par notre conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, le Zolo Bambi. Chaque année, il dit que le Congo perd 15 milliards $ et 10 milliards $ sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Ce sont des effets d'annonce. Mais chaque fois qu'il dit ça, il n'y a rien qu'on recouvre qui entre dans la caisse de l'État. Moi, quand je dis que je vais combattre la corruption, je suis sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que je fais lever la main et dire à tout le peuple congolais, regardez-moi, je n'ai jamais été corrompu. Pas un seul centime de corruption. Vous pouvez faire un DNA dans mon sang. Il n'y a pas de corruption dedans. Donc, quand je dis que je vais purifier la société, je vais le faire. Nous allons combattre la corruption, on va récupérer cet argent, le mettre dans la caisse de l'État, l'utiliser pour financer le développement au profit de tous, augmenter les salaires des gens,
payer les bourses d'études, restructurer le système éducatif, construire les infrastructures, industrialiser le pays. C'est ça que nous devons faire pour créer l'environnement qui profite à tout le peuple congolais. Je voudrais vous dire que je suis un catholique pratiquant. Je suis très religieux. Je pars à l'église. Je travaille dans mon église à Washington comme étant ministre. C'est pas un appel de pied que vous faites à l'église catholique ici qui a le vent en poupe? Non, pas nécessairement. Depuis mon enfance, vous savez que je suis né le 25 décembre. Je n'ai pas choisi de naître le 25 décembre, le jour de Noël. C'est pour ça qu'on m'appelle Noël. J'ai travaillé pendant que j'étais petit comme étant enfant de cœur à l'église. À Washington, je travaille comme étant ministre eucharistique. Je donne la messe, je célèbre la messe avec les prêtres. J'ai fait le pèlerinage en allant en Israël, en visitant tous les sites religieux, la tombe, le lieu de naissance de Jésus, ainsi de suite. Je ne fais pas tout ça pour faire plaisir donc à quelqu'un. Je le fais parce que je crois sincèrement à mon Dieu et je mets Dieu dans tout ce que je fais dans ma vie. La société congolaise est une société très croyante. Vous comptez sur les voix des croyants? Je compte sur les voix de tous les Congolais. J'invite non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants. Je les invite à pouvoir se rallier derrière cette vision de développement qui est salvatrice pour notre pays. Et quand je suis président de la République, je ne serai pas simplement président de la République des chrétiens ou des catholiques ou des croyants. Je serai président de la République de tout le monde. Nous allons travailler avec tout le monde pour purifier notre société, pour faire en sorte que notre pays avance, aille dans le bon sens, au profit de tout le peuple congolais, sans discrimination et sans exception. Merci beaucoup, Dr Noël Tchiani, de nous avoir reçus chez vous. C'est à moi de vous remercier de m'avoir rendu visite et revenez souvent. Merci. Et merci à vous qui nous avez suivis. Estimez-vous que le Dr Noël Tchiani Mwadianvita a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous allons lui faire parvenir vos réactions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.